cher public. Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'édition 2024 du concours d'éloquence au collège Gustave Roux. Cette année, nous avons choisi une question le plus souvent relative à l'égalité. L'égalité est une valeur républicaine chère au collège qui vient d'obtenir le label Égalité et dont le projet a été coup de cœur lors de la journée académique de l'innovation. La nouveauté 2024, c'est que nous avons bénéficié d'ateliers d'expression vocale grâce aux interventions des comédiennes Fanny et Vanessa. Nous avons tous progressé. Chaque classe a choisi 2 binômes pour la représenter. Ce sont ces binômes que vous allez entendre maintenant. Nous appelons Sarah et Paulina. Les femmes doivent-elles se fondre dans un moule? Les femmes doivent-elles se fondre dans un moule? Les femmes doivent-elles développer des troubles du comportement alimentaire pour y parvenir? Les femmes doivent-elles se ruiner pour se fondre dans ce moule? Les femmes doivent-elles risquer leur santé et leur vie à cause de cela? Non. Chacune devrait devenir ce qu'elle souhaite sans avoir à se soucier du regard des autres. Et pourtant, c'est ce que prône la société patriarcale actuelle. De nos jours, cet idéal à atteindre est encouragé par la mode, le sport et le cinéma, décrivant une femme grande, svelte, très mince, avec une dentition et une chevelure parfaite. Les divers concours, comme ceux de Miss, sont également très influents, puisqu'ils n'acceptent les participantes qu'à partir d'1m70, alors que la moyenne française est à 1m62. Moi, je ne pourrais pas. Alors que moi, oui. Pourtant, les hommes, bien qu'ayant quand même un idéal à atteindre, sont moins contraints à s'y conformer. Avez-vous déjà vu un homme souffrir pour quelque chose qu'il n'a pas demandé et qui revient tous les mois? Avez-vous déjà vu des femmes exercer des violences conjugales sur leur mari? Avez-vous déjà entendu une femme parler d'un homme comme d'un objet? Avez-vous déjà vu un homme qui a peur de se promener dans les rues à cause du sexe opposé? Si nous avions la mentalité de certains hommes, nous n'aurions en aucun cas choisi de vous parler aujourd'hui des violences faites aux femmes. Certains hommes se demandent encore si la femme est une erreur. Si c'était le cas, aurions-nous notre journée des droits des femmes? Et après tout, de quel droit parle-t-on? Le droit de me faire avorter à Malte? Ou peut-être encore le droit de me faire violer n'importe où? Après tout, c'est dans la nature, le mâle est dominant. Après tout, c'est bien connu, les femmes sont soit des coincées, soit des putes. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe. Garderais-tu le contrôle? Aujourd'hui, 91% des femmes subissent du harcèlement de rue. Une femme sur 6 est violée en France. 80% des plaintes déposées sont classées sans suite. Et seulement 1% de celles-ci aboutissent à une condamnation. Trouvez-vous cela normal qu'autant de violences soient exercées sur les femmes? Légalement, un employeur est tenu d'assurer pour un même travail une rémunération égale entre les hommes et les femmes. Mais pensez-vous que cette loi soit vraiment respectée? Tout d'abord, seuls 19% des 87 familles professionnelles sont mixtes, c'est-à-dire que le nombre d'hommes et de femmes dans le même métier est à peu près équivalent. Les femmes sont surreprésentées dans le secteur du soin. Par exemple, 91% des aides-soignants sont des femmes. D'après une étude réalisée en 2020, les hommes font partie de 81% des pompiers français. Trouvez-vous ça juste? De plus, 76% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Trouvez-vous ça juste que les hommes soient rémunérés en moyenne 28,5% de plus que les femmes? Dans le secteur privé, les femmes salariées gagnent en moyenne 15,9% de moins que les hommes. 15,9% en équivalent à temps plein. Vous trouvez ça juste? À cet écart de salaire s'ajoutent des inégalités de volume de travail. Contrairement aux hommes, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel. Malgré quelques progrès, l'égalité homme-femme n'est pas encore acquise. La situation des femmes n'est pas encore égale à celle des hommes, notamment en entreprise. Aujourd'hui encore, être une femme conditionne à la fois le métier, la rémunération, le type de contrat ou encore la durée du travail. Vous trouvez ça juste? Vous comme nous, allez peut-être penser que si l'on juge quelqu'un, cela n'a rien de méchant. Cependant, aller rabaisser une personne qui nous paraît inférieure, c'est une action malveillante. On l'a sûrement tous déjà fait. On a sûrement tous déjà dit. Tiens, regarde celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est laide? Ou bien, tiens, regarde celle-là. Qu'est-ce qu'elle est ronde? Ou encore, il n'a que la peau sur les os. Il est bête. Elle est pauvre. Mais vous êtes-vous mis à la place des victimes? Que se passe-t-il dans la tête d'une personne ainsi observée, commentée, jugée? Et si j'étais plus jolie, pourrais-je ressembler à tous ces modèles? Et si j'étais plus fine, continuerait-il à me demander de quelle taille est mon jean? Et si j'étais plus intelligente? Et si j'étais plus à la mode? Et si? Et si? Et si? Et si les autres disaient vrai? Suis-je réellement différente? Alors si ça se trouve, sans que vous le sachiez, cette personne se compare sur le réseau, à partir de photos retouchées, mensongères, donc irréelles. Peut-être même que si elle cherche assez sur Internet, elle trouvera de quoi maigrir
même si cela doit mettre sa vie en danger. C'est ce dont témoigne Victor Masson-Auxerre dans son livre « Jamais assez maigre ». J'ouvre les guillemets. J'ai allumé mon ordinateur à la recherche de solutions pour maigrir. Victor Masson-Auxerre était une jeune femme, voulant faire des études de sciences politiques, mais qui, suite à un échec, se retrouve dans une école de mannequinat. Elle s'est mise à ne manger que 3 pommes par jour. Cela l'a rendue très maigre. Quand sa mère s'en est aperçue, la vision qu'elle avait de sa fille s'est transformée en une vision d'horreur. Il n'était plus possible de voir sa fille dans un tel état. Sa réaction était donc de dire « Stop ». Alors nous aussi, disons stop. Soyez vous-même. Nous ne sommes ni trop ronds, ni trop maigres, ni trop à la mode ou pas assez. Soyez vous-même. N'essayons pas de plaire ni de correspondre aux autres. Nous ne sommes pas faits pour ça. Soyez vous-même. Nous sommes Uniques. Soyez vous-même. C'est votre seule chance d'être original. Marcel Pagnol. Il ne fallait pas dégager quoi que ce soit qui montrait que tu le voulais bien. Mais tu étais habillée comment? Tu avais une jupe, non? Tu lui as souri, tu cherchais forcément quelque chose. Et puis, tu ne lui as pas vraiment dit non. C'est qu'au fond, tu le voulais bien. Ces phrases font souvent office de reproche pour les femmes victimes d'agressions sexuelles, de violences sexuelles ou de viols. Elles encouragent la culture du viol en affirmant qu'elles n'avaient pas à dégager une réponse positive. Mais pourquoi ces femmes devraient être considérées comme le problème? Avec ces phrases, on cherche à les faire sentir coupables et non victimes. Mais en vérité, le problème se poserait-il pour un homme? 217 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année. Le problème se poserait-il pour un homme trop voyante, trop provocante, trop choquante? 5 femmes sur 10 renoncent à s'habiller comme elles le veulent. Le problème se poserait-il pour un homme? 8 femmes sur 10 disent avoir déjà été harcelées et 5 d'entre elles refusent de sortir ou de faire des activités seules. Le problème se poserait-il pour un homme? Non, il ne se pose pas et il ne s'est jamais posé. Les hommes ne sont pas aussi contraints et soumis à la même pression sociale que les femmes. Et cela même depuis plusieurs siècles, comme au Moyen-Âge, là où la jeune femme noble devait être vierge, bien élevée et fertile. L'homme, lui, pouvait être libre, avoir des amantes, et de plus, il ne devait répondre qu'à peu d'attentes. Est-ce normal de trouver des similitudes entre une époque si archaïque et la nôtre? Même si notre société a beaucoup évolué, il reste encore beaucoup trop d'inégalités. Il faut démonter les clichés et oublier les fausses idées. Mais chacun d'entre nous est libre de décider l'homme qu'il veut être. Nous prenons alors chacun des responsabilités sur l'évolution des mentalités. Transformer l'irrespect en respect, l'injustice en justice, l'inégalité en égalité. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors vous, les hommes qui constituez ce jury, aidez-nous à devenir les hommes de demain et rassemblons-nous avec toutes ces femmes pour construire le monde égalitaire et juste de demain dans le respect du masculin comme du féminin. Suivant donc le conseil de Simone Veil, l'égalité entre les sexes n'est pas la négation de leurs différences. Le consentement, ça vous parle? Quand c'est non, c'est non. Pourquoi tu ne veux pas? Ce n'est pas grave, dit certains. Je me fiche de ce qu'elle veut, c'est moi qui décide ici. Quand c'est non, c'est non. Non aux violences conjugales, non au harcèlement de rue, non au viol et aux agressions. Quand c'est non, c'est non. Savez-vous qu'en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans, victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, est estimé à 321 000 par an? Est-ce normal? Pourquoi ce doit être les femmes qui se font agresser? Vraisemblablement, il y a très peu d'hommes qui se font harceler ou agresser par des femmes. Vous en avez déjà vu? Pourquoi être une femme, c'est être une cible? De nos jours, les hommes et les femmes sont censés être égaux en tout point, mais la réalité, elle, est bien différente. Le mythe de l'égalité, c'est que dans le monde du travail, on estime que les femmes ont un salaire 15% inférieur à celui des hommes. Bien que ce chiffre soit en constante diminution, on reste encore loin de l'égalité totale. Le mythe de l'égalité, c'est que certains métiers restent encore très genrés. En effet, les femmes sont concentrées dans les métiers liés au service et à l'aide à la personne. Par exemple, 98% des postes de secrétaire sont occupés par des femmes. A contrario, les hommes occupent 90% des postes d'ouvriers du bâtiment. Mais ceci est dû à une éducation différente, passant par les jouets, pour les enfants, très genrés, voire même sexistes, comme Barbie ou Bob le bricoleur. Et cette société sexiste, elle entraîne des choix de métiers qui sont influencés. Ces mêmes jouets représentent la femme de manière trop idéale et superficielle. Ces stéréotypes créent des complexes chez les adolescents qui sont encouragés par les réseaux sociaux, qui les invitent à se comparer entre eux. Le jugement constant apporté à l'apparence n'améliore pas ceci. De plus, les femmes doivent apporter une importance toute particulière à leur tenue
pour ne pas risquer d'être insulté, accosté, voire professionnellement harcelé par des supérieurs ou des collègues. Mais le sexisme ne date pas d'hier. Les religions pèsent sur l'image de la femme. La Bible en témoigne, en faisant d'Ève la première femme soumise à son mari. Mais pour autant, les femmes doivent-elles accepter d'être dominées? Aujourd'hui, nous allons vous parler du racisme. Le racisme, c'est le fait de croire en l'existence de plusieurs races qui ne seraient pas égales. C'est aussi le fait d'attribuer sans fondement une caractéristique, une personnalité, des comportements à une personne de couleur. Depuis quelques décennies, la lutte contre le racisme est une cause citoyenne. Cette cause défend l'idée que le racisme peut toucher chacun d'entre nous. Ça pourrait être toi. Ça pourrait être moi. Ça pourrait être vous. Ça pourrait être nous. Trouvez-vous cela acceptable qu'en France, chaque année, 1,2 million de personnes soient victimes de racisme? Trouvez-vous cela acceptable qu'une personne puisse subir ce genre de discrimination durant toute sa vie? Trouvez-vous cela acceptable qu'une personne soit discriminée par rapport à sa couleur de peau? À son appartenance religieuse? À ses origines? À son accent? Mesdames et messieurs, nous vous le demandons. Trouvez-vous cela acceptable? D'autant qu'il y a eu d'autres faits bien plus graves que celui-ci. Vous souvenez-vous du génocide des Arméniens durant la Première Guerre mondiale, exterminant plus d'1,2 million d'Arméniens, près de 2/3 de leur population? Vous souvenez-vous, aux États-Unis, de la ségrégation raciale, cette politique de séparation selon des critères raciaux? La ségrégation raciale aux États-Unis a été mise en place à partir du 19e siècle. Elle a ségrégé toutes les personnes de couleur, en le discriminant, entre autres à cause de la peur de la différence? Vous souvenez-vous, en 2020, aux États-Unis, encore, de George Floyd, tué par un policier suite à une interpellation qui avait dégénéré et un abus de pouvoir des forces de l'ordre américaines. Cette situation a fait suite à l'amplification du mouvement Black Lives Matter qui se traduit par « Les vies des Noirs comptent » et qui milite contre le racisme systémique envers les Noirs. Le racisme est donc une croyance dont le but est de nous séparer, tout comme le sexisme, l'homophobie, la grossophobie et le validisme. Si le racisme et toutes les autres discriminations sont arrêtées, nous découvrirons un nouveau monde, meilleur, sans haine pour tous. Mais pour cela, il nous faut prendre en compte une chose, c'est qu'en réalité, mesdames et messieurs, les meilleures inventions ont été créées grâce à nos différences et notre complémentarité. Nous avons donc trouvé la solution afin de rendre ce monde meilleur. Faisons de nos différences une force pour être complémentaires et avancer ensemble. Plus loin, plus haut, plus vite, sur le chemin de la tolérance. Être différent, une faiblesse ou une force? Être différent peut entraîner un regard néfaste des autres sur nous, car de nos jours, la société est remplie de stéréotypes. Ceux qui les imposent sont des êtres malveillants et dangereux, voulant imposer leur mode de vie en émettant des préjugés. Être différent, physiquement et mentalement, ou avoir une religion différente, peut amener au jugement négatif des autres. Être différent, c'est subir ces mauvais regards, ces jugements ou bien des moqueries qui peuvent devenir répétitifs et mener au harcèlement. Prenons l'exemple du roman Ma réputation. Ce livre parle d'une jeune lycéenne, dite différente, car elle préfère fréquenter les garçons plutôt que les filles. À cause de cette différence, elle est devenue une cible du harcèlement, dans le quotidien, mais aussi sur les réseaux sociaux. Être différent peut signifier être d'une origine ou d'un sexe différent, ce qui peut être sujet de racisme ou de sexisme. Être différent, c'est subir ces moqueries, ces jugements, c'est être ostracisé. Toutefois, être différent peut représenter une force. En effet, être différent, c'est posséder des talents, des compétences et des perspectives uniques. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique dans son article 1er « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ainsi, sur le papier, l'égalité semble être une réalité. Cependant, il est simple de voir que dans la vie de tous les jours, l'égalité semble irréelle, même si des améliorations sont visibles. Comment se construit donc l'égalité entre les hommes? Est-elle un mythe ou une réalité? C'est un mythe. La société aspire à l'égalité totale en droit. Pourtant, elle semble hors de portée à cause des différences et des discriminations. Dès la naissance, les inégalités existent, telles que les handicaps physiques et ou mentaux. Elles feront toujours une différence entre les hommes, tant bien même que les progrès scientifiques permettent de diminuer certaines d'entre elles. Par exemple, les inégalités sociales sont connues. C'est aussi une réalité. La réalité est plus complexe qu'il n'y paraît. Les gens se trouvent confrontés à des inégalités en raison de leur sexe, de leur handicap ou même de leur groupe social.
Par exemple, les femmes se battent depuis des siècles pour leurs droits. Leur représentation dans divers domaines est pour être sur un pied d'égalité avec les hommes. Même si certains progrès ont été faits, elles continuent à connaître des inégalités dans le monde du travail ou dans leur vie personnelle, comme le harcèlement de rue par exemple. Autre exemple, les personnes handicapées sont souvent moquées et exclues dans la vie de tous les jours. Les préjugés limitent leur participation à la vie quotidienne. Ils sont embêtés par les installations publiques qui ne sont pas faites pour eux. La question que nous allons vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que pour vous, être parent, c'est un métier? Mesdames, messieurs, tout d'abord pour vous, que représente être parent? On répondrait sans doute qu'être parent, c'est élever, éduquer et préparer son enfant à la vie d'adulte. Alors oui, être parent, c'est bien un métier, car comme dans tout métier, il y a des obligations. La vie de parent se résume à prendre des décisions diverses, parfois difficiles pour son enfant. C'est-à-dire changer de métier ou travailler davantage pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Un parent veut un meilleur salaire ou améliorer ses horaires. De plus, la vie de parent, c'est de veiller à la sécurité physique et morale de son enfant. C'est-à-dire veiller à sa santé, lui assurer un toit et aussi être constamment à son écoute. La vie de parent, c'est avoir des responsabilités, c'est-à-dire assumer son enfant dans sa globalité, sur le plan financier, pour ses études, ses loisirs, mais aussi sur le plan éducatif. Lui permettre d'entrer dans un milieu scolaire où il pourra en saisir les codes, ainsi que lui apprendre les bases de la vie en société, comme la politesse, le respect d'autrui et la ponctualité. Comme nous venons de le montrer, la vie de parent est bien un métier sur le plan des obligations. Ces obligations mettent l'enfant sur le chemin de la réussite et du respect des valeurs. Elles ouvrent la voie sur la liberté et l'égalité des chances. Alors écoutez, on a délibéré, mais avant de vous donner les résultats, moi j'avais quand même un petit mot à vous dire pour exprimer ma gratitude par rapport au travail que vous avez fourni, aux prises de conscience que vous avez eues, parce que vous avez abordé des thèmes qui étaient divers mais tout importants les uns que les autres, et tout autant importants, pardon, les uns que les autres. Il y a eu de vrais efforts. Voilà, c'est vrai que je dis souvent des élèves qui perdent le sens de l'effort. Et chez vous tous, de façon unanime, j'ai perçu qu'il y avait un gros effort qui avait été fait dans la construction de vos textes, dans l'effort d'élocution, dans la façon de transmettre vos émotions, vos idées, vos valeurs. Et ça, c'était vraiment important. Et de ce point de vue-là, vous avez tous gagné parce que vous êtes tous méritants, autant les uns que les autres. Voilà, ça c'est la première chose. Mais maintenant, puisqu'il faut des gagnants, alors je vais vous annoncer le premier prix, c'est ça? On commence par le premier. Le premier prix est attribué à Stella et Léna. Alors, ils ont tous la même chose. Oui, voilà. Voilà. Donc elles gagnent. Elles ont obtenu la moyenne de 19,37. Le deuxième prix, il a été attribué à Chloé et Lola. Regardez là-bas, regardez. Donc, elles ont obtenu la moyenne de 18,62. Bravo. Le troisième prix va être attribué à, et on n'est pas dans l'égalité filles-garçons, hein, Sarah et Paulina. Elles ont obtenu une moyenne de 18 sur 20. Maintenant, on va décerner le prix qui est décerné à un élève méritant.
Donc on a scindé les binômes, puisqu'il avait fallu choisir une personne. Et cette personne, c'est Lys. Bravo. Dernier prix, qui est celui de coup de cœur du jury. Alors, roulement de tambour. Le prix coup de cœur du jury est décerné à Louis et Ryan. Bravo! Bravo! Cinq dernières minutes, moi je tiens à remercier les compagnies qui sont intervenues, qui vous ont accompagnés pendant de longues heures, puisqu'on les a vus sur l'agenda toutes les semaines, la compagnie de l'écho et la compagnie Si tu m'apprivoises. Remercier les professeurs qui ont coordonné, Madame Guéral, Madame Delolme, Madame Dionnet, et dites-moi si j'oublie quelqu'un. C'est ça. Voilà, Madame Delolme, Madame Dionnet. Et donc je laisse la parole à Madame Dionnet qui va clôturer peut-être. Sans micro. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment tous pour votre participation, le jury aussi. Nous, professeurs, nous savons dans les classes combien ça a été compliqué de choisir. Hein. Il y avait des classes dans lesquelles on avait 4 binômes et ça a été un peu sanglant. Ça ne s'est pas fait dans le sang et les larmes, mais presque, hein, parfois. Donc, nous, on avait effectivement, comme Madame Massoni l'a dit, on a l'impression que vous avez tous gagné et on est vraiment très admiratifs. De même que Fanny et Vanessa, du chemin parcouru, parce qu'on vous a vu sur les 5 semaines. Et vous pouvez vraiment tous être très fiers du trajet accompli. Je pense que les adultes peuvent applaudir les élèves, là. Oui.